chaque dimanche à 11 h en direct sur les antennes de la RTB. Elle permet de commenter, d'analyser, de décrypter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. 4 sujets nous intéressent ce matin. Il s'agit de la CAN 2017 qui a débuté hier, des attaques terroristes du 15 janvier. Nous sommes aujourd'hui le premier anniversaire du procès des militaires pour tentative de libération des généraux Bassolé et Diendéré avec les accusations de Madi Ouedraogo contre Yacouba Isaac Azida, l'ancien Premier ministre. Nous parlerons également du sommet Afrique-France qui s'est tenu à Bamako ces 2 derniers jours. Alors, 4 sujets pour 4 invités. Je suis ce matin en compagnie de Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour Rabo. Bonjour Sani. Également sur ce plateau, Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour. Bonjour Sani. Nous avons avec nous Parfait Silga de Notre Temps. Bonjour. Bonjour Sayon. Et enfin Paul Mickey Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous. Et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. L'ouverture de la 31e Coupe d'Afrique des Nations, c'était hier. Vous l'avez suivi en direct. En match d'ouverture, le Gabon et la Guinée-Bissau ont fait un match nul d'un but partout. Mais le match qui nous intéresse, c'est celui des étalons du Burkina contre les Lions indomptables du Cameroun. Score final, un coup de sabot contre un coup de griffe. Un but partout donc. Alors, chers confrères, nous ne sommes pas des spécialistes du sport, mais vous avez suivi le match. Comment vous avez trouvé la prestation des étalons? Rabo. Merci Sagnon. Si on doit parler du match en tant que tel, pour moi, c'est un bilan plutôt mitigé. Il y a des joueurs qui ne m'ont pas convaincu. Même si globalement, je sens qu'on a une équipe rajeunie avec de nouvelles têtes et qui peuvent donner en tout cas espoir au Burkinabé. Espoir qu'on peut recomposer un nouveau football avec la nouvelle équipe, bien entendu, avec des anciens comme Charles Kaboré, Aristide Bansé, etc. Non, il y a des jeunes, moi, qui me convainquent, mais il y a un football qui ne m'a pas plu hier. J'ai même l'impression que c'est sur un coup de chance qu'on a égalisé. Parce que en dehors du jeune gardien de but, Kofi, qui franchement me convainc, pour le reste, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu la préparation au Maroc. C'est comme s'ils s'étaient rencontrés 2-3 jours avant et qu'ils étaient montés sur le terrain. Parce que moi-même, je fais des passes plus précises que certains d'autres joueurs. Vous êtes sûr? On va vérifier. On va amener un ballon ici un jour. Oui, parce que quand même pour quelqu'un qui est un joueur professionnel, le minimum c'est de pouvoir arrêter une balle, la tuer dans le jargon comme on dit, et puis vraiment la passer à son coéquipier. Voilà, assurer la passe à son coéquipier. Parce que si vous ne pouvez pas faire ça, j'ai l'impression que vous avez peur de jouer contre les Lions indomptables. Bon, ce n'est pas les Lions indomptables du Cameroun de Samuel Eto'o-Fils quand même, qui pouvaient nous complexer. Aujourd'hui, là, on est en face de jeunes joueurs comme les nôtres. Et donc, on doit jouer avec plus de conviction. Mais comme le résultat est assuré, d'ailleurs, dans notre poule, tout le monde se vaut. Oui. Voilà, c'est tant mieux. D'accord. Alors, Bama, est-ce que vous partagez l'avis de Rabo? Vous n'avez pas été convaincu par les étalons hier? Oui, je pense que c'est exactement le même constat que j'ai pu faire. Moi aussi, j'ai regardé ce match et puis à la fin, je me suis demandé si vraiment on peut espérer grand-chose de notre participation à cette CAN, parce que la prestation que j'ai vue hier soir, en tout cas, surtout face à ce Cameroun d'aujourd'hui qu'on connaît là, comme il a dit, ce n'est pas le Cameroun de Tau et de Song. C'est vraiment une jeune équipe qui vient de se reconstituer, qui cherche encore ses marques. Et vraiment, les étalons étaient totalement transparents devant ces jeunes gens-là. Si bien que moi, tu me poses des questions. Quand on va croiser les équipes beaucoup plus aguerries que cette équipe du Cameroun, qu'est-ce qu'on va donner comme prestation? Donc vraiment, moi, je reste en tout cas un peu pessimiste par rapport à la suite de cette campagne des étalons. Mais espérons qu'ils vont par la suite nous démontrer que bon, on avait tort au départ. D'accord, oui. Moi, je suis plutôt optimiste, comme tous les jours. Et je dirais que c'est un nul aux allures de victoire. Voilà. C'est vrai, c'est pas le Cameroun, ce foudre de guerre qu'on a connu il y a 10 ans avec
Rigobert Song ou bien Samuel Eto'o, oui. Bon, mais je trouve que cette équipe burkinabé, c'est une équipe en construction. Elle n'a pas encore démontré. Mais nous avons quand même plus d'anciens que les Camerounais, par exemple. Quand on prend la structure, tous les vieux de 2012-2013 sont là, alors que le Cameroun est pratiquement une jeune. Non, quand je dis... Non, mais vous n'allez pas... Oui. Vous voyez, nous avons un entraîneur certes, qui fait un comeback, certes, mais je pense que la manière dont il y a eu cette alchimie, enfin, d'un certain nombre de jeunes qui sont rentrés dans l'équipe là, forcément, ça change un peu la perspective de l'équipe. Moi, je pense qu'il faut plutôt regarder comment le groupe va se comporter. C'est-à-dire que nous avons dans ce groupe-là une équipe comme le Gabon qui a l'avantage d'être dans son pays et qui aura l'avantage certainement du soutien du 12e homme. Mais il y a aussi le Cameroun. Mais quand vous prenez aussi même la Guinée-Bissau, on va se dire, certains vont dire que c'est un petit poussé, mais non. Dans une compétition comme celle-là, s'ils ont pu arriver à la phase finale, je pense qu'ils ont quand même quelque chose à dire. Pour moi, le tout sera effectivement dans la préparation psychologique, parce que nous sommes dans un groupe qui va être difficile. Ça, au moins, l'analyse peut être partagée par tous. On aurait affaire à des confrontations relevées, parce que quand vous regardez le groupe là, je ne pense pas qu'il y a une seule équipe qui va se laisser faire. Donc, mais moi je dis, on peut encore espérer qu'ils vont démontrer autre chose, en tout cas dans les matchs qui viennent. D'accord, on va voir si Paul Oui, Niki moi, partage, je partage l'optimisme de Parfait Siliga, parce que les étalons du Burkina, quand même, nous avaient habitués à une mauvaise entrée en Cannes, parce qu'on a connu des débuts souvent difficiles où il faut faire des calculs pour savoir si on va être qualifié ou pas. Mais cette fois-ci, on commence par un nul. C'est vrai, ce n'est pas une première. On a connu ça il y a quelques années. Mais au moins, ça galvanise un peu l'équipe et également les supporters. Parce que, comme on l'avait dit, le Cameroun, c'est vrai, ce n'est pas la même équipe aujourd'hui. C'est une autre équipe. Mais le Cameroun a un certain label de pays sportif, on va le rappeler, parce que quand même, c'est un pays qui a été quelquefois, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, contrairement au Burkina. Et côté burkinabé, on a également constaté qu'on a pratiquement les mêmes personnes, hein, c'est-à-dire les mêmes joueurs pratiquement qui ont fait le miracle de 2013 avec la finale. Donc on va espérer que pour le reste des compétitions, les joueurs vont garder le cap pour peut-être espérer une qualification. Est-ce que cette équipe du Cameroun n'était pas prénable, comme on le dit? Oui, c'est ce que beaucoup d'analystes avaient dit, parce qu'on avait constaté effectivement que c'est une équipe qui n'était pas la même. On avait dit, espérer, on avait présenté le Cameroun comme étant une équipe où on pouvait donc, face à laquelle on pouvait donc arracher des points. Mais ça n'a pas été le cas. Mais le pire a également été évité, il faut le reconnaître, parce qu'on aurait pu s'en sortir avec une défaite, ce qui n'était pas totalement exclu, parce qu'on a vu un peu le niveau de match équilibré des deux équipes. Mais bon, la qualité du portier. La performance du gardien de but burkinabé, justement, a permis donc d'avoir cet équilibre-là, parce que voilà. C'est vrai que l'équipe burkinabé fait un peu douter avec cette première sortie, mais on va espérer évidemment que pour les prochaines compétitions, il y aura une meilleure prestation, surtout face au Gabon, qui est pas forcément une équipe extraordinaire, mais qui a l'avantage de jouer à domicile. Mais justement, comment vous voyez donc l'avenir du Burkina dans cette CAN? Vous pensez qu'on va passer le premier tour? En termes de pronostic, j'espère bien qu'on va passer le premier tour avec le Gabon. Voilà. Oui, non, je crois qu'on peut... Parce que quand on regarde les matchs qui se sont joués hier, bon, les équipes sont pratiquement au même niveau. Donc si toutes les autres équipes sont comme ça, mais on peut espérer. Voilà. Maintenant, s'il y a des équipes à partir d'aujourd'hui qui sortent du lot, là, on doit craindre qu'on ne revienne trop rapidement. Bon, quand même, on a déboursé près de 2 milliards, non? C'est ce que le ministre a dit, non? Donc, il faut qu'on aille loin. Encore que les 1,7 milliard, c'est pour le premier tour seulement. Ça veut dire qu'on va débourser encore de l'argent pour aller plus loin. Et donc, il faut se mettre au sérieux. Bémol que moi, je mets dans mon analyse, c'est que le coach Paul Duarte semble avoir quand même des joueurs en réserve qu'il peut utiliser quand il y a de grands enjeux. Et c'est ce qu'on a vu hier. Hein, il a fait rentrer Banou Diawara, tout à fait, Aristide Bansé après. Même si j'ai entendu après des analystes dire qu'Aristide Bansé, il tournait un peu
en désordre là, sur le terrain. Il faut que techniquement, il s'améliore aussi. Donc, s'il y a quand même quelques réservistes qui peuvent venir au secours des étalons quand ça ne va pas, et je crois que ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose de gagné parce que par le passé, quand on constituait le 11, il n'y avait plus grand-chose sur le banc de touche. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça veut dire que si les autres équipes ne font pas mieux que nous, on peut aller loin. Oui, Bama, vous pensez qu'on peut passer le premier tour? Ben, apparemment, à écouter les uns les autres, on est condamné à être optimiste. Non, c'est votre point de vue. Non, moi, en tout cas, Que nous voulons, oui. j'ai dit que je n'y croyais pas trop, mais à écouter les uns les autres, il semble qu'on doit y croire. Donc, croyons-y. Et puis, bon, attendons. Voilà. D'accord. Alors, on ne va pas trop s'éterniser sur ce point de l'actualité. Nous espérons en tout cas que les étalons vont pouvoir donner une meilleure prestation pour les deux autres matchs qui restent, notamment contre le Gabon et la Guinée-Bissau. On a remarqué aussi que, comme vous l'avez dit, il y a Banou Diawara, qui est un réserviste, qui chaque fois, lorsqu'il rentre au cours des matchs des étalons, il arrive en tout cas à changer le cours du match. Hier encore, il est rentré et le coup franc, c'est lui qui l'a tiré. Tout à fait. Et suite à une mauvaise relance de la défense camerounaise, on a pu marquer. C'est ça, Banou Diawara, il est quand même chanceux. En plus d'être un joueur qui apporte un plus à l'équipe, je crois qu'il a beaucoup de chance. Et chaque fois qu'on l'a essayé, il a donné des résultats. On l'a vu au cours des éliminatoires. C'est encore le cas à cette CAN. Il y a des journalistes sportifs qui me disent qu'il n'est pas bon quand on le met sur le terrain en début de match pour jouer 90 minutes. En ce moment, il ne donne pas une couleur assez spéciale au match. Peut-être que Paolo Duarte a pris la mesure de ça. Et donc, chaque joueur a son rôle. Tout le monde ne fait pas la même chose sur le terrain. Et donc, si on a quelqu'un comme ça pour faire la différence quand ça ne va pas, c'est vraiment bien. D'accord. Alors, on souhaite en tout cas beaucoup de chance aux étalons. Nous resterons donc derrière eux pour les pousser jusqu'à la victoire finale, on l'espère bien. On va passer à une autre étape dans cette émission et nous sommes aujourd'hui le 15 janvier 2017, un an jour pour jour que les attaques de l'hôtel Splendide et du café Cappuccino se sont déroulées à Ouagadougou. Ces attaques ont fait en tout 33 morts et 71 blessés. À l'occasion du premier anniversaire de ce drame, le procureur du Faso a fait savoir que 3 personnes ont été arrêtées en juillet 2016 et que l'enquête avance. Alors l'enquête avance, est-ce que c'est votre sentiment? Parfait. Je pense que dans de telles circonstances, il faut d'abord que, en premier lieu, qu'on rende encore hommage à toutes ces victimes qui sont tombées, de par des mains des fous de Dieu, comme on les appelle. Et deuxième élément, c'est de dire que nous devons effectivement nous remettre aux conclusions du procureur du Faso qui dit effectivement que les choses avancent. Certainement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'opinion, mais elle confirme, le procureur du Faso confirme ce que, en tout cas, un certain nombre de spécialistes ont dit dès le début, en tout cas il y a quelques mois déjà, que les 3 attaques étaient liées, c'est-à-dire l'attaque de Ouagadougou, l'attaque de Grand Bassam et l'attaque du Radisson Blu au Mali. Évidemment, cela démontre à souhait que dans cette guerre-là asymétrique, il faut qu'il y ait une plus grande collaboration entre les services de sécurité, entre les armées, en tout cas entre les pays de la sous-région là, pour que effectivement on puisse arriver à traquer les terroristes là jusqu'à leur dernier retranchement. Mais je pense qu'il y a aussi un besoin, en tout cas pour les familles des victimes et pour les médias, les observateurs de façon générale, les Burkinabés de façon générale, là, qu'il y ait beaucoup plus de communication sur les résultats de l'enquête. Parce que, bon, je ne me rappelle pas, peut-être que les confrères vont me corriger, je ne me rappelle pas encore avoir vu avant cet anniversaire-là des éléments d'information
sur l'enquête. Alors que c'est important. C'est important que les Burkinabés puissent savoir comment les choses avancent. On ne demande pas tout, hein. On ne demande pas au gouvernement de nous dire qu'est-ce qu'il fait concrètement, de dévoiler l'enquête, le déroulement de l'enquête, mais on a besoin de savoir comment les choses se passent. Parce que quand vous regardez par rapport à la Côte d'Ivoire, on a l'impression, enfin, en tant que profane, effectivement, on on a a le l'impression sentiment que l'enquête avance plus du côté de la Côte d'Ivoire que du côté du Burkina Faso. C'est l'impression qu'on a. Donc, peut-être que ce n'est pas vrai. C'est l'impression que ça nous donne. Voilà. Il y a Rapidement. eu plusieurs arrestations. Voilà. On parle même de l'arrestation du cerveau. Du cerveau. De Voilà. l'attaque Ici, de ici Grand on ne Bassam. parle pas encore de cerveau, on parle de présumé, de suspect, de 3 suspects et tout. Bon. Donc, nous avons besoin d'informations sur les résultats de cette enquête. Oui, Rabo. Et sur ce que Siliga dit, il n'y a pas de doute que la Côte d'Ivoire a mis plus de moyens que nous dans les enquêtes après les attentats de Grand Bassam. Parce que tout de suite, et ça j'ai eu une confidence d'une personnalité quand même, qui a dit que les terroristes à Grand Bassam avaient écrasé leur puce, mais l'enquête avait permis de rassembler tout ce qui avait été écrasé là, de retrouver le numéro à partir d'expertises qui ont été effectuées à la demande de la Côte d'Ivoire en Europe. Et c'est ces numéros-là qui ont permis de filer les commanditaires, de retrouver leurs traces et de savoir que c'était pratiquement le même groupe qui avait opéré à Ouagadougou, à Grand Bassam et à Bamako. Et donc la Côte d'Ivoire a mis vraiment les moyens, ce qui n'est pas notre cas parce que les attentats sont arrivés à un moment où vraiment notre gouvernement se cherchait, il n'était même pas encore en place et donc on peut imaginer qu'on n'a pas donné tous les moyens qu'il faut pour trouver les coupables et leurs commanditaires. Silga disait qu'il n'y a pas eu de point. La procureure a fait le point quelques mois après, elle a dit que oui, bon, ils allaient enterrer les terroristes là qui ont été tués sur l'avenue Kwame Nkrumah. Ils avaient pris un homme politique nigérien qui avait été relâché après. Voilà, elle avait fait un premier point, mais qui était vraiment sommaire, qui n'a rien à voir avec le point que le gouvernement aurait dû faire. Là, je suis d'accord avec Silga, c'est-à-dire que le ministre en charge de la sécurité intérieure devrait faire le point, en tout cas régulièrement, pour qu'on sache ce qui se fait dans le milieu. Ça rassure les gens et ça donne la force de combattre les terroristes, bon, mais toujours à laisser les choses comme ça, surtout que pratiquement pendant toute l'année on a été attaqué. Bon, ça donne l'impression que rien n'est fait. On n'est pas obligé de dire ce qui ne doit pas être dit au public, mais il y a une dose d'information dont le public a besoin pour aider les autorités à faire face à ce phénomène. Ok, alors vous avez parlé de puces tout à l'heure. On sait que dans le communiqué du procureur du Faso, elle a fait cas donc d'un appel que les djihadistes auraient reçu et que le numéro de téléphone serait un numéro syrien, même si on ne confirme pas en tout cas que l'appel a été émis depuis la Syrie. Oui, Bama, comment vous voyez la progression de cette enquête? Comme Parfait l'a dit, on ne peut que s'en remettre à ce que la procureure a dit. Elle dit que tout avance bien, on doit en tout cas rester optimiste quant à la suite des choses. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire sur ça des choses. Il faut qu'on puisse continuer d'espérer que tout avance effectivement bien au niveau de l'enquête. Seulement, nous regrettons tous le fait que ce soit aujourd'hui qu'on nous donne un certain nombre d'éléments sur l'évolution de l'enquête. Comme on l'a dit, en Côte d'Ivoire, on a eu à un moment donné l'impression que, et ça a été même des critiques à un moment donné, les gens ont critiqué le fait que la Côte d'Ivoire a réussi quand même à évoluer dans son affaire plus que le Burkina, la Côte d'Ivoire qui a connu les attaques plus tard, et on ne comprenait pas. Or, c'était juste une question de communication. C'est la communication qui a juste manqué. Sinon, c'est pas très sûr que la Côte d'Ivoire est plus avancée que nous sur la question. En tout cas, on croit ce que la procureure vient de dire. Parce que quand même, si des gens ont été arrêtés depuis juillet, c'est que quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait depuis que les attentats ont eu lieu.
Mais si on ne savait pas, on ne peut que continuer de croire que non, voilà, on a été attaqué et puis bon, les autorités ne font rien depuis lors. C'est ce que les gens ont dit à un moment donné. Mais voilà, aujourd'hui, je crois qu'avec ce qui est dit, on sent que quelque chose est fait. Mais il faut continuer de communiquer comme il se doit dans ce genre de situation pour en tout cas rassurer les populations qu'on ne dort pas sur ce genre de choses-là. D'accord, oui, Paul Mouki. Moi, je voudrais d'abord saluer l'initiative du gouvernement qui a décidé de commémorer en tout cas ce premier anniversaire en collaboration avec les familles des victimes. C'est assez important quand même pour que ces familles des victimes sachent qu'elles ne sont pas abandonnées à leur triste sort. Alors pour revenir à l'enquête, il faut le dire, c'est le parquet de Ouagadougou qui mène l'enquête, donc il appartient au parquet de Ouagadougou de communiquer autour de la procédure en cours. Et c'est ce que je pense que la procureure a bien pu faire à l'occasion de ce premier anniversaire. On a cette déclaration sous la main, mais même s'il faut dire également que tout n'est pas dedans, parce qu'on peut peut-être penser que ce sont les secrets de l'instruction, mais des informations qui nous parviennent, il y a quelques difficultés en ce qui concerne les commissions rogatoires, parce que vous l'avez dit ici sur ce plateau, les attentats de Ouagadougou ont un lien avec les attaques de Bamako et puis celles de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Et il se trouve que des personnes ont été arrêtées dans ces deux pays qui sont en détention. La justice burkinabé, selon donc la procédure, a besoin à un moment donné d'écouter les personnes qui ont déjà été arrêtées dans ces deux pays. Mais pour pouvoir le faire, il faut que les commissions rogatoires soient mises en place et ce qui bloque un peu la procédure selon les informations qui nous sont parvenues. Donc, à l'étape actuelle des choses, il serait intéressant, comme la lutte contre le terrorisme est devenue une lutte donc, en synergie avec différents pays, que l'enquête également bénéficie de cette même synergie afin qu'au niveau des trois pays, on puisse avoir des passerelles de collaboration pour pouvoir écouter les différentes personnes qui sont inculpées dans les différents pays. Alors, si on continue de cette façon, avoir donc chaque parquet dans son pays qui mène l'enquête de façon isolée, on peut ne pas vite aboutir à la manifestation de la vérité. Parce que vous l'avez dit ici, côté burkinabé, il y a 3 personnes qui sont arrêtées depuis juillet 2016, dont un burkinabé et 2 maliens. Et on a déjà les chefs d'accusation qui sont retenus contre ces personnes-là, c'est connu. Et côté malien également, il y a des arrestations. Côté ivoirien, là-bas même l'enquête est avancée, comme vous l'avez relevé. Donc ce serait intéressant de mon point de vue qu'on puisse avoir ces commissions rogatoires qui puissent fonctionner, parce que d'ailleurs, dans les conventions des Nations Unies, ça permet, tout cela est prévu. Il faut avoir cette collaboration interjudiciaire qui puisse permettre de faire avancer les choses. Alors ça, c'est vraiment le côté enquête, parce qu'on est à une année des attentats de Burkina, de Ouagadougou. Il est important, de mon point de vue, de savoir effectivement où est-ce qu'on en est. Mais le plus important pour moi également, c'est de savoir quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour éviter de telles attaques. Parce qu'on sait quand même que l'attaque de Ouagadougou a été... les commandos qui sont venus mener l'attaque de Ouagadougou ont été abattus. Ce sont les premières personnes qui sont concernées. Il y a aussi que l'attaque a été revendiquée par une branche terroriste, Al-Mourabitoun, rattaché à ACMI. Voilà, donc on sait qui a commandité, on sait qui a mené l'opération. Les commandos ont été abattus. Mais le plus important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres attaques, aussi bien au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Alors, donc pour moi, c'est le premier anniversaire de ces attaques-là doit être accentué sur ça. Même si je ne dis pas de mettre une croix sur la justice, qui est d'ailleurs en train d'avancer à un rythme qui me paraît quand même raisonnable, parce que vous savez que en matière de justice, les choses ne vont pas très rapidement, très souvent. On a seulement une année, on peut penser que c'est trop, mais au côté justice, c'est pas trop pour avoir de bons résultats. Mais on espère que, comme l'a dit le procureur dans sa déclaration, les enquêtes vont se poursuivre pour qu'on puisse avoir également qui sont les complices au niveau des différents pays. Parce que le plus important également, c'est de savoir ça. On a été étonné de voir qu'un Burkinabé a été arrêté dans le cadre des attentats de Ouagadougou. On nous dit que c'est celui-là qui était chargé de conduire les terroristes pour faire les courses. Et on a même des informations selon lesquelles ils sont allés acheter donc, des produits dopants quelque part ici à Ouagadougou avec la compagnie donc, du Burkinabé complice qui a été arrêté. Ça, c'est important effectivement de savoir qu'il y a des complicités internes, aussi bien au Burkina, au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Mais le plus important pour moi, c'est de sécuriser les différents pays pour que de tels attentats ne se reproduisent plus jamais. Oui, vous avez parlé donc de complicité, effectivement. Le procureur de Faso en a parlé et elle a même dit qu'il y a eu des repérages avant que l'attaque ne se produise. Maintenant, le défi, c'est ça. Comment sécuriser tout un pays, toute une sous-région ou toute une ville comme Ouagadougou
face à des gens qui ne vous attaquent pas de façon conventionnelle. C'est surtout sur ces complicités-là. Peut-être qu'il faut travailler, appeler les gens surtout à signaler des comportements suspects de personnes qui ne sont pas de son environnement. Alors, on sait que les forces de sécurité ont été vraiment éprouvées lors donc, de ces attaques. Il y a eu ces derniers jours une marche donc, organisée par des organisations de la société civile qui n'a pas tellement rencontré, si on peut le dire, l'approbation des forces de défense et de sécurité. Alors, comment vous avez vécu cette marche qui était un peu difficile quand même, parce que c'était une marche de soutien quand même aux forces de défense et de sécurité et on a eu l'impression qu'il y avait un bras de fer entre les organisateurs et les responsables de l'armée. Bon, quand vous projetez d'organiser une marche pour soutenir quelqu'un et la personne ne semble pas être d'accord pour accueillir votre soutien, bon, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense qu'il faut que... il y a eu certainement un flottement dans cette affaire. Parce que la question qu'il faut d'abord se poser, est-ce qu'il y avait une autorisation pour la manifestation? S'il y avait une autorisation pour la manifestation, il faut peut-être se demander, est-ce que l'armée a pris les dispositions pour recevoir une délégation de ces marcheurs? Voilà. Donc, si ces deux conditions sont réunies, bon, je ne vois pas pourquoi il y a ces... on a eu l'impression qu'on a arrêté les gens et puis après les gens ont continué. Bon, pour moi, on aurait pu nous éviter ce spectacle tout simplement. C'est-à-dire qu'on dit, soit la marche est interdite et il n'y a pas de rassemblement. Et si les gens se rassemblent, ben, ils tombent sous le coup de la loi. Ou la marche est autorisée et à partir du moment où elle est autorisée, ben, on trouve quelqu'un, un représentant pour recevoir le message. Et puis bon, voilà, tout se passe normalement. Donc pour moi, c'est cela. Mais au-delà de cela, bon, pour moi, c'est un épiphénomène. Au-delà de cela, moi, je pense, je vois ce que un peu vous avez dit, c'est-à-dire aujourd'hui, dans ce contexte-là, quelle peut être la contribution de la population pour que les forces de défense et de sécurité là, puissent être au mieux de leur forme dans la lutte contre le terrorisme. Comment les populations peuvent effectivement contribuer à ce que nous puissions avancer dans la lutte. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Sinon, ces marches, c'est des... Enfin, pour moi, c'est un épiphénomène. Phénomène, oui. Rabo, très rapidement. Bon, sur la marche, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, seulement on a senti que l'armée n'a pas voulu collaborer vraiment. Peut-être parce que pour l'armée, ça ne représente pas grand-chose, parce que c'est un soutien symbolique, bien entendu, mais qu'est-ce que ça vaut en termes de dopage de nos forces de défense et de sécurité pour faire face au terrorisme? Ce n'est pas évident. Ici, dans la préparation aussi, il y a eu des problèmes. Ça peut expliquer ce qu'on a vécu. J'ai entendu la présidente d'honneur du cadre de considération nationale des OSC, Savatou Lopez, dire que l'armée n'a pas reçu les 5 millions que le groupe a mobilisés pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Et donc tout ça, ça peut expliquer le malaise qu'il y a eu entre l'armée et le CCNOX. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce n'est pas des marches vraiment, c'est vraiment du travail sur le terrain pour que les forces de défense et de sécurité puissent être efficaces et puissent mener des actions efficientes sur le terrain. Et ça demande de la sérénité du nouveau commandement et ça demande vraiment de la précision dans l'organisation sur le terrain. Je crois que ça se fait déjà bien à voir les retours du côté du Sahel et du nord du pays, même si les incidents qu'on a enregistrés ces dernières semaines-là ressemblent à vraiment des incidents qui n'auraient pas dû avoir lieu, puisque apparemment ce sont des citoyens qui s'aventurent sur des terrains dangereux. Et donc, ça veut dire que nos forces de défense et de sécurité sont en alerte et que vraiment, elles n'hésitent pas
face à l'ennemi. Moi, je crois, Paul Miki a dit quelque chose qui m'intéresse. Comme les gens font souvent l'amalgame entre le terrorisme et l'islam, si le gars a parlé de fou de Dieu tout de suite, aller chercher des produits dopants, c'est la preuve que ce n'est pas la conviction qui nous a amenés à tuer les gens. Vous voyez, si c'était pour l'islam qu'on faisait les attentats, le simple fait d'être un musulman convaincu là aurait suffi. Vous n'aurez pas eu besoin de drogue pour tuer les gens. Non, c'est ce que ça veut dire. Voilà, si on pousse la réflexion, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si vous voulez vous doper, vous voulez vous saouler avant de... ça veut dire que ce n'est pas votre conviction religieuse qui vous amène à commettre l'acte. Donc il faut séparer ces choses-là. Et la preuve, ceux qui commettent ces actes-là, ils ne se présentent même pas comme des musulmans. Puisque ils vont d'abord se saouler la gueule avant d'aller faire les choses. Donc il faut faire en sorte qu'on soit mobilisé comme un seul homme autour d'une seule lutte. Et c'est à ça que le président du Faso nous a invités régulièrement pour faire face à ce phénomène-là. Et tel que moi je vois les choses, en dehors des complicités parfois hypocrites qui pour moi viendraient des puissances occidentales, le terrorisme n'a plus vraiment de beaux jours devant lui. On peut l'anéantir le plus rapidement. Je crois qu'il y a des experts confirmés qui ont dit en 2030 on va en finir avec le phénomène. Parce que quand vous faites la lecture, en réalité c'est des intérêts économiques derrière qui poussent ces gens-là à faire. Sinon, si c'est la réalité de ce qu'on voit, que ce sont des gens qui pensent qu'ils ont certaines convictions qui les amènent à faire ça, ça ne représente plus grand-chose. Voilà, si on prend notre compatriote Malam Diko, qui est du côté du Sahel, qui fait ces trucs-là, la preuve c'est que la moitié des membres de son association l'a lâché. Et il est obligé de se positionner au Mali pour faire des actes isolés qui, en dehors de Nassumbu, là, ne donnent pas grand-chose. C'est voler des motos et puis prendre des pièces d'argent pour acheter peut-être du carburant après. Franchement, pour moi, on peut faire face à ce phénomène-là et l'anéantir le plus rapidement si nous tous, nous sommes d'accord pour aller frontalement contre le terrorisme. Maintenant, si nous sommes divisés, on parle de réconciliation nationale, on dit non, c'est le CDP qui est derrière, patati patata, ça peut nous faire traîner encore longtemps. Voilà, c'est ça que je voudrais relever. Oui, très rapidement pour donc moi, je pense que dans un sens, on peut comprendre la démarche des organisations de la société civile. C'est là d'autant plus que nous l'avons dit à plusieurs reprises, nos soldats burkinabés ont besoin, ne serait-ce que du soutien moral des civils, parce qu'on l'a dit à la place de la nation à plusieurs occasions qu'il faut que l'armée soit plus proche des populations, que les populations également soient plus proches de l'armée, surtout après le démantèlement du régime de sécurité présidentielle. C'est autant de discours qui ont été prononcés ici au Burkina, on s'en souvient très bien. Donc dans ce sens-là, moi je pense qu'il y a quelque part de la pertinence dans cette démarche des OSC qui ont exprimé leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Mais à côté de cela, lorsqu'on regarde un peu de près dans le discours, ce n'était pas le rôle des OSC que de venir déballer une stratégie militaire dont elles ne sont pas des spécialistes, parce qu'on a vu quand même le discours qui a été tenu là-bas où les OSC même proposent des stratégies militaires pour venir à bout du terrorisme. Je crois que c'est quand même très osé, même si je conviens que c'est vrai que l'armée, on dit que c'est la grande muette, mais il y a des connexions souterraines avec des civils, puisqu'il y a des informations que certains militaires également envoient à travers les réseaux sociaux aux organisations de la société civile. Ce sont ces informations qui sont répercutées comme ça, puisque lorsqu'on écoute les OSC, elles semblent connaître très bien le problème des militaires. On parle des prises en charge. Dans le discours de Safiatou Lopez, elle a dit quelque chose, on ne peut rien attendre d'un militaire affamé. Alors, des propos comme ça, certainement que ce sont des militaires qui ont posé un certain nombre de revendications de façon souterraine aux OSC et qui remontent ces revendications à l'occasion de ces sorties-là. Donc, c'est un peu maladroit que d'aller également dans les détails des stratégies militaires pour proposer le redéploiement des militaires, de proposer également de saluer dans une certaine mesure le changement de tête sur l'état-major général des armées et puis dire qu'on ne peut pas attendre grand-chose de ce changement. Franchement. Voilà, ça c'est aller au-delà. Maintenant, en même temps, il faut également faire attention parce que ici, chez les civils, comme je l'ai dit, leur rôle ici, ce n'était pas peut-être cette marche avec des stratégies militaires dans les calepins,
Ce qu'elles auraient dû faire, c'était d'aller plutôt que d'aller vers les militaires, c'était d'aller vers les civils, parce qu'aujourd'hui, à la lumière de tout ce que le Burkina a connu, on parlait tantôt des attentats de Ouagadougou, où il y a un civil qui était impliqué dedans. Oui. Il y a la complicité également au nord du Burkina, là, les attaques de Nassumbu, ce qui se passe dans la région du Sahel. Il y a toujours des complicités de civils. C'est-à-dire, l'essentiel ici pour nous, c'est de savoir comment est-ce que nous, civils, nous faisons pour dénoncer les autres civils qui sont en complicité avec les terroristes, parce que dans tous les cas, il y a des exemples comme ça qui ont été dénoncés. Donc, de mon point de vue, l'action des organisations de la société civile devrait plutôt être orientée vers les civils, les sensibiliser dans un sens à dénoncer toutes les complicités. C'est-à-dire, lorsque je suis avec mon voisin, je sens qu'il est en connexion avec les forces du mal, comme on les appelle, systématiquement, je dois le dénoncer pour qu'on l'interpelle et pour voir un peu quels sont ses agissements, à quoi ça retourne. Ça permet de prévenir les cas de terrorisme. Parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas de venir après le fait accompli, de pleurer, machin. C'est comment on fait pour prévenir tout ça. Donc, les civils ont un rôle assez important à jouer dans le sens de sensibiliser les autres civils et dans le sens de s'inscrire dans une dynamique de dénonciation systématique de tout cas suspect. Je crois que c'est ce que les militaires attendent de nous civils. Ok, un dernier mot sur cette affaire avant de conclure sur ce chapitre. Bama. Ok, ben, je crois que tout a été dit. Hein. Moi, franchement, je pense qu'il n'y a même pas lieu de s'attarder sur cet épiphénomène, comme on l'a dit, parce que ça, vraiment, moi, je n'ai pas trop compris pourquoi même cette situation, quoi. Parce que je ne peux pas comprendre comment il a dit qu'on puisse se lever, vouloir apporter du soutien à quelqu'un contre son gré, quoi. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si les militaires ne veulent pas de vos soutiens, pourquoi vous avez forcé pour leur... je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas à quoi ça rime, à moins qu'il y ait des agendas cachés de part et d'autre qu'on ne nous dit pas. Mais bon, moi, je pense que ça, vraiment, il n'y a pas de quoi fouetter un chat dedans, quoi. Par contre, je voulais pour revenir un peu sur cette célébration du 15 janvier aujourd'hui. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai passé sur l'avenue Kwame Nkrumah. Il y a une image qui m'a quand même un peu bouleversé. C'est l'image, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, il y a quelques jours quand même que j'ai vu ça. Ce que représente au jour d'aujourd'hui le fameux cappuccino, qui est toujours en chantier. Pour l'année les 1 an pour la commémoration de cet événement, moi j'aurais voulu voir une autre image de ce lieu-là. C'est vrai que de l'autre côté de l'avenue, le splendide présente un autre visage, c'est vraiment beau à voir. Mais côté Cappuccino, je vois que c'est toujours en chantier. Je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu expliquer ça, mais je crois qu'on aurait pu tout faire pour rénover ce lieu-là, pour que cette commémoration puisse, ne serait-ce que pour la symbolique. En France, on l'a vu, pour les commémorations des situations de ce genre, on a vu que les lieux qui ont été attaqués ont été rénovés et présentent vraiment, ça donne en tout cas du tonus à la lutte et tout ça. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui a pu expliquer que Cappuccino soit toujours comme ça. Oui, je pense qu'il y a un projet de rénovation et l'objectif même c'était de rouvrir aujourd'hui, 15 janvier. On ne sait pas, peut-être... Ça a donné lieu à une cérémonie officielle de lancement du chantier de rénovation. Oui. Ça a été présidé d'ailleurs par le ministre de l'Habitat, le ministre Bonané, qui a représenté à cette occasion le gouvernement. Oui. Le propriétaire était là, les chantiers ont été officiellement lancés. Il y a eu ce premier coup de truelle pour la rénovation du Cappuccino et à cette occasion, il avait été clairement dit par le promoteur du Cappuccino que son objectif c'était d'ouvrir ce café-là avant donc le 15 janvier à l'occasion du premier anniversaire. Mais également, on aurait appris après qu'il était finalement découragé sur tout ce qui se passe en temps. Et finalement, le chantier piétine. La question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu donc un deuxième coup de truelle après cette cérémonie. Oui, c'est vrai que le promoteur, il a eu d'autres problèmes sur d'autres sites parce que c'est dans le reporter que j'ai lu. Il avait justement le square Yenenga, le jardin Yenenga en face de l'aéroport, qui était un autre de ses projets où il a eu beaucoup de désagréments. Peut-être que voilà, il a même dit en tout temps qu'il allait arrêter tous ses investissements au Burkina Faso. Donc ceci pourrait expliquer cela. Bon, mais je crois que ça y est en chantier. Peut-être que ça va aider. Là, je ne sais pas. Toujours fermé. Je ne sais pas. Moment, on a toujours barricadé, en tout cas, le Cappuccino sur l'avenue. En tout cas, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Ce qui est sûr, c'est que le projet n'est pas terminé et peut-être que les ambitions, les objectifs n'ont pas été atteints puisque
Nous sommes le 15 aujourd'hui et Cappuccino n'est pas encore ouvert. On va peut-être poursuivre cette émission avec cette autre actualité qui a marqué cette semaine. C'est le procès des militaires présumés coupables de la tentative de libération des généraux Bassolé et Diendéré. Ce qui a surtout retenu l'attention, on va le dire, ce sont les propos du caporal Madi Ouedraogo. Selon lui, Yacouba Isaac Zida, l'ancien Premier ministre, voulait faire une révolution et lui aurait demandé d'éliminer les généraux Diendéré et Bassolé. Et même le président de l'Assemblée nationale, il estime être victime d'un complot suite à son refus d'exécuter le plan de l'ancien Premier ministre. Alors, vous avez peut-être suivi ces dossiers. Est-ce que vous trouvez les propos du caporal crédibles? Bama. Bama, c'est moi, merci. Rabo plutôt. Merci, Sagnon. Non, je ne sais pas si je peux dire grand-chose là-dessus. On a un procès. Il y a un procès, il ne faut pas être étonné d'entendre des propos. Parce que, oui, moi je crois qu'il y a des Burkinabés qui ont été surpris. Ils disent que oui, il va tout bousculer, on ne pourra pas faire la réconciliation nationale parce qu'à cette allure-là, il y aura des vérités qui vont faire que patati patata. Pour moi, vraiment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Voilà. Un accusé qui est accusé, il se défend. Voilà. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux, mais je fais confiance sur ce point précis-là aux juges et aux magistrats qui sont formés pour savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Ça veut dire, devant les propos d'un accusé qui accuse d'autres personnes, on sait ce qu'il faut faire. Dans tous les cas, si c'est un complot, ça veut dire que les preuves qui tendent à montrer que il y a eu une préparation d'un plan de libération des généraux Guy Bassolé, Diendéré et le président Salif Diallo a existé, on saura. Parce que si c'est un complot, toutes les preuves qu'on apporte contre le caporal Madi Ouedraogo et ses frères d'armes là, toutes ces preuves là vont tomber à l'eau. Mais si les preuves la tiennent, on aura tendance à croire que c'est lui-même qui a monté une stratégie de défense, qui veut faire de la manipulation contre quelqu'un qui n'est pas en odeur de sainteté avec l'actuel pouvoir. Moi, je n'ai pas de point de vue précis là-dessus. Je me dis qu'on est dans un procès et le procès a pour objectif de faire en sorte que la vérité émerge le jour du verdict. Donc, moi, je crois qu'on est bien parti pour avoir un bon procès où on saura si le capitaine Madi Ouedraogo et ses frères, le caporal Madi Ouedraogo et ses frères d'armes ont effectivement préparé quelque chose, ou s'il s'est agi d'un complot monté de toutes pièces du général Zida contre lui et ses frères d'armes. D'accord. Silga, votre analyse de Nous avons fait un éditorial dans cette semaine où on s'est demandé et si Madi Ouedraogo avait raison. Parce que nous sommes dans un procès, comme il a dit. Si Madi, tout ce que Madi Ouedraogo a dit peut être vérifié. Alors, on peut retrouver facilement l'agenda de Zida au cours de la période. Il a donné des dates, 18 juin, il a donné des dates sur les rencontres qu'il a eues, sur les propositions qui ont été faites. On peut retrouver effectivement l'agenda de l'ancien Premier ministre. On peut retrouver effectivement, avoir les preuves de ce qu'il dit. S'il est parti avec des gens, ces gens-là peuvent témoigner. Et puis bon, voilà. Et puis bon, je ne sais pas. Pourquoi on penserait que Madi Ouedraogo dit des choses complètement écervelées? Pourquoi? Voilà, nous sommes dans un procès. Mais si ce n'est pas vrai... À partir du moment où le général n'est pas au Burkina et qu'il ne peut pas rentrer actuellement, est-ce que ce n'est pas une tentative de l'accuser tout en sachant qu'il ne peut pas venir répondre? Non, ce n'est pas, c'est pas comme ça que la justice fonctionne ou devrait fonctionner. Madi Ouedraogo a fait des déclarations fracassantes. Il revient au tribunal de démontrer que c'est complètement faux. C'est tout ce que nous attendons. Si c'est vrai, ben, le juge, le tribunal va nous apporter la preuve à la fin. Si c'est faux, on va pouvoir dire, bon, sur la base de tel élément, Madi Ouedraogo raconte des histoires. Voilà. Parce qu'on pourrait dire, bon, il a dit qu'il a rencontré telle personne, c'est faux, il n'y a pas eu de rencontre. Il a dit qu'il a eu un tel coup de fil, c'est faux.
on a vérifié qu'il n'a pas appelé, on a vérifié qu'il a dit qu'il était avec tel autre soldat pour rencontrer Zida. Cette personne dément. Voilà, c'est tout ce que nous attendons. Mais je pense que c'est prématuré de dire, il raconte des choses pour s'en sortir. Non. Le procès est là, nous allons attendre. Et il y a des gens qui ont été cités. Malheureusement, je ne vois pas à ce procès-là le général Zagré, parce que c'est très difficile de faire venir un général dans un procès. Ça, je sais que ce général le veut. Le tribunal d'ailleurs a clos le débat là-dessus. Mais il y a d'autres personnes. Il a dit qu'il y a telle personne qui était au courant. Mais allons-y, cherchons la vérité sur ce que Madi Ouedraogo a dit. Mais est-ce que je peux réagir par rapport à ça? Pourquoi on ne s'embrouille pas? Pour moi, il y a deux choses. Cette déclaration-là, ça peut faire l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire, éventuellement contre le général Zida. Mais il faut qu'on éprouve les preuves qu'on a contre Madi Ouedraogo qui préparait un complot pour libérer. Il ne faut pas qu'il nous divertisse en nous ramenant dans un autre procès contre Zida. Moi, je veux qu'on démontre que les preuves qu'on a contre lui et ses frères d'armes, qu'il y a eu réunion pour libérer le général Guinguéré là, que ces preuves-là sont fausses, qu'ils avaient des armes, qu'ils avaient préparé un coup. Il ne faut pas qu'ils nous éloignent de ça. Fait deux procès. Voilà, pour moi, est-ce que le gars ne veut pas nous amener en bateau, il veut pas nous mener en bateau? Parce que à entendre ces gars, lui, il est plus intéressé par l'affaire Zida que l'affaire libération des Guinguéré. Non, je ne suis pas intéressé. Je dis... Ce qu'il a dit est vrai, mais comme nous prouve effectivement que c'est vrai. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça va être dans un autre procès. Voilà, parce que pour moi, j'ai peur qu'on ouvre un autre procès ou qu'on étale ce procès-là à force de chercher Zida, Zagré et ceux qui sont en mission de maintien de la paix, etc. Et qu'on laisse tomber les preuves qu'on a contre Madi Ouedraogo et les autres. Parce que ces preuves-là aussi sont des preuves matérielles. Il y a des armes, il y a des munitions, il y a une réunion, il y a des écoutes. Ça, on peut liquider ça rapidement, non? On parle le même langage. J'ai dit qu'il faut arriver à dire si effectivement il raconte des histoires, il faut arriver à démontrer que ce qu'il dit sur le général Zida est faux pour le ramener au centre du débat. C'est ça. Pour moi, ce que j'ai dit, mais attends, nous sommes dans un procès, dès qu'on lui dise ce qui est vrai et ce qui est faux. À la fin, c'est ce que nous attendons. C'est vrai, très rapidement. Je crois que nous sommes dans un procès et moi, je suis convaincu que le caporal Madi Ouedraogo n'est pas fou pour tenir de tels propos contre Yacouba Isaac Zida. Parce qu'on est en matière criminelle ici, les avocats l'ont dit, en matière criminelle, il faut faire très attention. Voilà quelqu'un qui est déjà inculpé, qui est même incarcéré. Et lorsqu'il doit se défendre, il donne toutes les informations qu'il a. Je crois que, de toute façon, c'est avec l'énergie du désespoir qu'il parle. Donc, on prend avec beaucoup de sérieux ce qu'il dit de mon point de vue. Et je crois d'ailleurs que le tribunal militaire a porté un peu d'eau au moulin de Madi Ouedraogo en acceptant de requalifier les infractions, puisqu'aujourd'hui on parle plutôt de complot. Voilà, donc c'est ça. Le procès a été donc suspendu pour 3 jours pour reprendre donc demain lundi. Mais en attendant, il ne faut pas balayer du revers de la main tout ce que le caporal Madi Ouedraogo a dit, parce que comme l'a dit Siliga, effectivement, ce sont des propos qui peuvent être vérifiés. Il y a des gens qui ont été cités, il y a des témoins qui ont été cités. Il y a même Yacouba Isaac Zida, il n'est pas mort, il vit, à ce que nous sachions. Donc d'un moment à l'autre, il peut être extradé vers le Burkina. Et lorsqu'on regarde un peu tout ce qu'il a dit, ça nous donne un peu une idée de ce qu'était la transition, évidemment. Rappelez-vous qu'il y a eu pas mal de choses dont on n'a pas encore les réponses sous la transition. Les agissements des militaires, plusieurs fois, le général Zida lui-même a eu des difficultés. Entre-temps, on a enlevé du gouvernement le colonel Barry. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu tellement de flou. On nous dit qu'on était en matière militaire, enfin, dans un milieu militaire. Même le président Kafando à l'époque n'était pas censé tout connaître. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce premier procès, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent côté tribunal militaire, on s'est fait déjà une idée de ce que la transition était, etc. Donc moi, je ne peux pas dire ici que le caporal Madi a raconté des folies devant le tribunal, parce que c'est la dernière instance où il doit se défendre. Il est en train de jouer lui-même sa propre survie, si je peux m'exprimer ainsi, parce que nous sommes en matière criminelle, comme on l'a dit. Donc, il faut prendre les informations qu'il a données au sérieux et puis aller interroger, évidemment, toutes les personnes citées. Mais je ne comprends pas pourquoi le tribunal a refusé d'entendre les personnes citées, c'est-à-dire le général Guinguéré, et puis le général Zagré et le nommé Ido également, qui ont été cités dans l'affaire. On attend de voir la suite, évidemment. D'accord, Bama, pour clôturer. Non, moi, si on me demande mon intime conviction par rapport à ces déclarations, c'est que c'est du n'importe quoi, il raconte des clous. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Mais n'empêche que, comme on l'a dit ici,
il ne faut pas tout de suite balancer ça et puis dire que non, il n'y a rien dedans. Et puis, on est en matière de justice, on est en matière criminelle, je surcroît. Il ne faut jamais rien banaliser. Même si, de prime abord, on peut croire que c'est quelqu'un qui est... enfin, c'est comme un naufragé qui est en train de s'agripper. Voilà, c'est ça. Mais ici, vu la gravité des faits qui sont en tout cas en question ici, il ne faut pas les banaliser, il faut les prendre au sérieux. Et sur ce point, moi, je trouve dommage que déjà, le tribunal ait déjà écarté un certain nombre d'hypothèses, notamment les gens qui devaient être cités à comparer, qu'on a tout de suite. Je dis c'est dommage, parce que si on est dans une dynamique de faire jaillir la vérité, de faire triompher la justice, il ne faut rien écarter de prime abord. Ces gens peut-être pourraient venir témoigner et puis on pourrait avancer encore davantage. Parce que quand on se comporte comme ça, j'entendais parfois dire que non, pour faire venir témoigner le général Zagré, ça ne devait pas être comme ça. Non, c'est très difficile. Non, ça ne devrait pas être difficile. Non, ça ne devrait même pas être difficile. Non, il y a même les procédures. Mais si on est vraiment dans une dynamique de faire triompher la justice, même le général doit pas, il peut même se mettre au-dessus de ces procédures et puis dire non, moi je viens pour faire avancer le dossier. On a vu le président de l'Assemblée nationale qui a fait une déclaration qui dit qu'il est prêt à lever son immunité pour aller répondre à la justice. Ça, vraiment, moi, quand je vois des gens qui parlent comme ça, moi, je dis, mais voilà, bravo, voilà des gens qui veulent faire avancer. Mais il ne faut pas s'accrocher chaque fois aux questions de procédure et tout ça pour s'asseoir sur des choses qui peuvent être dangereuses pour toute la nation demain. Voilà. D'accord. Alors, chacun sait, oui, un dernier mot. Si l'hypothèse du caporal Madi Ouedraogo la tient, j'ai tiré la conclusion qu'il y avait beaucoup de folie dans la transition quand même. Parce qu'il a nourri un projet comme ça de la part du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Bon, je me demande quelle révolution il voulait fabriquer. Hein. Et puis pour qui? Pour quel peuple? Peut-être qu'il s'est trompé sur le peuple, si c'est vrai quoi. Voilà, il s'est trompé sur le peuple qu'il avait en face. Après, parce que pour moi, c'est pas le projet ne me paraît pas un projet intelligent. On est tous d'accord, hein, tous d'accord. Non, c'est pas un projet N'empêche intelligent. qu'il faut toujours chercher On espère que les conclusions, en tout cas du procès, permettront donc de nous situer sur cette affaire. On va clôturer ce débat justement avec le sommet France-Afrique qui s'est achevé hier à... Bon, c'est France-Afrique, c'est Afrique-France. En tout cas, c'est les deux qui sont réunis. Voilà, à l'ouverture officielle, donc c'était le 14 janvier à Bamako, comme je l'ai dit. Alors, il y a eu un peu de supputation, hein, chaque fois qu'il y a ce sommet, comme tout de suite... Alors, Silga le disait, sommet France-Afrique, sommet Afrique-France. Il y a le fait que beaucoup disent que c'est un sommet de l'impérialisme, de façon générale. Alors, qu'est-ce que vous pensez très rapidement de cette hypothèse? Bon, pas une hypothèse, de cette affirmation. Moi, je partage ce point de vue, hein, c'est un sommet de l'impérialisme. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le budget de ce sommet, on parle au bas mot de 16 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés. C'est un gâchis. Et on a vu ce balai de chefs d'État africains qui se sont retrouvés donc auprès de François Hollande, qui, on a l'impression, venait donc profiter de cette occasion pour faire ses adieux à l'Afrique parce qu'il est en fin de mandat. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient de ça? Rien d'essentiel, si ce n'est l'unité autour du nouvel élu en Gambie, Adama Barrow. Moi, je ne retiens pas grand-chose de ça. Par contre, ce qui a été beaucoup plus médiatisé d'ailleurs, c'est le contre-sommet qui a eu lieu à Bamako à travers les altermondialistes, les associations de la société civile qui se sont réunis sur place à Bamako également pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette façon de faire. Ça fait un écho assez important parce qu'on a dénoncé évidemment cette France-Afrique, cette façon de faire, l'impérialisme français également sur les États africains. Donc c'est ce qui est essentiel qu'il faut retenir. En dehors de ça, je ne vois pas quoi d'essentiel on tire de cette rencontre de Bamako. Oui, Bama. Non, je crois que sur cette affaire, on a trop épilogué dessus. Les gens savent ce que c'est, mais bon, les gens s'entêtent. Mais ça ne change rien. La réalité est là. Il faut qu'il y arrive en Afrique une nouvelle race, une nouvelle génération de dirigeants qui vont venir pour dire le holà à cette histoire de France-Afrique. Parce que c'est une honte pour l'Afrique. On ne peut pas comprendre qu'un pays se met sur le même pied que tout un continent. France-Afrique. France-Afrique. Comment on peut comprendre ça? Ça veut dire quoi? Mais en même temps, il y a d'autres sommets. On a le sommet Chine-Afrique, il y a le sommet Japon-Afrique, il y a d'autres sommets. Ça a été inspiré parce qu'il y a France-Afrique que tout cela est venu.
Moi, je crois qu'il faut vraiment tourner la page à cette façon de faire. Ça n'honore pas du tout l'Afrique. Il faut mettre, surtout quand on va là-bas et puis on n'aborde même pas les questions qui valent la peine d'être abordées. Par exemple, moi, j'aurais voulu qu'à ce sommet-là, les chefs puissent mettre sur la table la question du franc CFA. Qu'est-ce qu'on parle qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette question qui est l'enseignante, qui est une... ça dit que c'est la tragédie de l'Afrique, c'est ce franc CFA. On ne parle jamais de ces questions qui sont importantes pour l'Afrique. On s'en va pour parler de François Hollande. Il y a eu des questions assez importantes également, comme les questions sécuritaires qui ont été débattues. Mais ça c'est des doublons. Moi, quand on parle de l'affaire de Djamé, c'est des questions qui sont déjà prises en charge par la CEDEAO. C'est pas pourquoi on va parler de ça encore à Bamako. C'est vraiment pour amuser la galerie, quoi. D'accord, oui. Non, Sylvain. Moi, je dirais que Afrique-France, Chine-Afrique, Japon-Afrique, Turquie-Afrique, et tout ce que vous voulez, pour moi, le principe, moi, je ne trouve pas d'inconvénient que des pays dans ce monde-là puissent se parler, que des pays puissent collaborer, que des pays puissent travailler à maintenir, à renforcer leurs liens de coopération. Mais le deuxième élément que je dis qui est important, nous devons travailler, les pays africains, à acquérir notre vraie indépendance, notre indépendance économique, notre indépendance culturelle. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Si vous êtes indépendant, véritablement indépendant, et que vous allez à un sommet avec la France, vous allez pouvoir imposer vos points de vue. C'est ça qui est important. Si vous allez à un sommet avec la Chine, vous allez pouvoir imposer vos points de vue, imposer surtout vos priorités. Parce qu'aujourd'hui, mais c'est ça, quand la Chine ou les autres, en tout cas, puissances arrivent, elles disent, voilà dans quel sens nous voulons investir, voilà ce que nous voulons faire, voilà notre vision. Et elles imposent leur vision de développement à l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas indépendants. Pour moi, on a bien compris tout cela est position. Voilà, il faut que nous travaillions. On est pris par le temps. On va donner la parole à Vous croyez que si nous sommes indépendants, là, nous allons faire un sommet avec la France? Si l'Afrique est souveraine et indépendante, toute l'Afrique là va faire un sommet avec la France? Non, la France vient traiter avec un pays. Imaginez, la France vient discuter avec l'Afrique et elle parle du développement de l'Afrique. Comment à l'échelle de 54 pays, vous pouvez faire du développement? Vous allez nous donner quel budget? On va se répartir entre 54 pays et puis ça ne peut même pas développer mon village. Donc si la France a des projets de développement pour impacter vraiment le développement sur le terrain, ça se fait dans la coopération bilatérale. Dans le pire des cas, dans la coopération entre la France et une sous-région comme la CEDEAO, par exemple, l'Afrique de l'Ouest. Là, on peut voir qu'à l'échelle de 15 pays, on peut avoir des politiques communes. Mais toute l'Afrique ensemble, non. Qu'est-ce que la France peut nous apporter? Alors, donc, je vais dire, c'est lié. Si on est indépendant, on ne fera pas un sommet Afrique-France. On fera un sommet France-Burkina. Parce que le Burkina sait ce qu'il veut, la France sait ce qu'elle veut, et puis on partage ce qu'on a à partager ensemble. Okay. Mais on ne fera pas un continent avec un pays. Comme Ladi Bama l'a dit, vraiment c'est anachronique. Tu gardes la parole pour parler de ces questions. En 30 secondes du bilan que tu tires du mandat de François Hollande dans ses relations. Non, moi je crois que le sommet de Bamako, là, c'était pour rendre hommage à François Hollande qui a sauvé le Mali et éventuellement la sous-région ouest africaine. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de son mandat en ce qui concerne les Français doivent tirer le mandat de leur président. Non, la politique africaine de François Hollande était la politique africaine de De Gaulle, était la politique africaine de Chirac. De la France, faut dire. Ça veut dire, non, et ce sont les Français qui le démontrent. Il y a une petite différence avec ce que Sarkozy, par exemple, a fait. Il n'y a pas de différence. Les Français qui sont avertis et avisés disent que quel que soit le parti qui arrive au pouvoir en France, c'est la même politique africaine de la France. Parce que c'est une politique constante d'asservissement et d'exploitation des pays africains. Ça ne peut pas changer, puisque si ça change, le président là-même, il ne peut pas faire 6 mois. Puisque c'est avec nos ressources qu'il développe là-bas. C'est avec nos ressources qu'il gère. Mais François Hollande, lors de ce sommet, a dit qu'il y a eu une différence entre sa façon de gérer les crises en Afrique et celle de Nicolas Sarkozy qui a plutôt et il veut convaincre qui avec ça il veut convaincre Sayon avec ça. Au contraire, non, j'ai dit ce qu'il dit. J'ai dit qu'il a dit que je veux vous poser la question si vous trouvez peut-être que c'est différent. Il dit que Nicolas Sarkozy a attaqué l'Afrique entre griffes à travers la Libye et lui, au contraire, il a envoyé des soldats pour sauver le Mali. Oui, j'ai dit, si Nicolas Sarkozy était
à la même place, au même moment que Hollande l'aurait fait pareil. Il a tout dit. Et vice-versa. Hein. Si Hollande aussi était à la place de Sarkozy, il a tiré le son de ce que Alors, l'autre a donc, fait. vous êtes tous d'accord, je ne sais pas si... Simplement que François Hollande, il a lui-même dit qu'il a effectué 32 visites en Afrique pendant son mandat. C'est ce qu'il a dit. Il a dit également que lui, il a eu une autre approche des relations entre la France et puis l'Afrique. Ça, c'est ce qu'il dit. Il ne sait pas ce quel bilan il défend. Il n'est plus candidat à rien du tout en France. Mais on n'a effectivement pas remarqué de changement entre sa façon de faire. Sous son règne, les relations entre la France et puis l'Afrique sont restées la même chose. Je crois que c'est une tradition des pays, la France à l'Afrique. Ce n'est pas un chef d'État qui peut changer les Les choses. derniers mots à Bama. Sarkozy aussi, en son temps, quand il vient, il n'y a pas de rupture en matière de France-Afrique. Quand Sarkozy vient, il ne faut pas l'oublier. C'est comme ça. Ce qui n'a pas été fait. En tout cas, on espère qu'un jour que l'Afrique prendra totalement son indépendance vis-à-vis de cette France, qui est l'ancienne colonie. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Soumaïla Arabo de la radio Savane FM, Ladji Bama du journal Le Reporter, Parfait Silga du journal Notre Temps et Paul Mekirwamba de la radio Ouaga FM. Merci de nous avoir suivis et passé un excellent moment en compagnie des programmes de la RTB.